Nous allons reprendre nos réflexions avec le deuxième axe de recherche de ce colloque, restituer plastiquement. Nous accueillons Myriam Ducoing, puis Magali Massoud dans un second temps. Donc, la communication de Myriam Ducoing s'intitule « La mystérieuse disparition de la caponado de Lézignan-Corbière, une enquête en images ». Doctorante en arts plastiques à l'université Paul-Valéry Montpellier 3, elle mène ses recherches sous la direction de Éric Villagordeau dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche à la mairie de Lézignan-Corbière dans le service culturel. Sa recherche scientifique et artistique s'oriente vers les outils de création et de médiation numérique. Myriam Ducoing, je vous laisse la parole. Merci tout d'abord de m'accueillir. Je suis très heureuse de pouvoir participer à ce colloque et je tiens à saluer l'excellente organisation des organisatrices. J'ai décidé d'intituler cette communication « La mystérieuse disparition de la caponado de Lézignan-Corbière, une enquête en images ». Parce que, en fait, j'ai démarré cette enquête grâce à une rencontre. Une rencontre avec la nouvelle municipalité de Lézignan-Corbière, c'était en 2020. Je venais à peine d'être inscrite en doctorat et j'avais envie de faire une cifre. J'ai contacté la mairie et le maire de Lézignan-Corbière, M. Forcada, m'a dit qu'il avait le souhait de valoriser l'histoire de la ville qui était peu à peu oubliée. Et son souhait, c'était de valoriser cette histoire par le biais de la culture et de l'art. Donc, de là est né ce partenariat. J'ai donc eu la mission de recenser tout le patrimoine culturel lézignanais et de créer des événements afin de pouvoir le valoriser. Je sais pas quand. Oula. C'est bon ? Oui, c'est bon. Au fil de mes recherches, j'ai trouvé énormément d'informations sur l'histoire de Lézignan, mais je suis tombée un jour sur cette carte postale, la caponado. C'est une statue qui est en bronze et qui a énormément marqué les Lézignanais. Le problème avec cette statue, c'est qu'en fait, elle a disparu, mystérieusement. On n'a pas de témoignage sur le jour où elle a disparu. Et pourtant, c'est une statue très lourde qui fait plus de 2 mètres. Donc, j'ai trouvé que sa disparition était vraiment passionnante et j'ai voulu enquêter là-dessus. Donc, c'est à partir de là que cette enquête a commencé. Donc, cette statue a été faite par Paul Duquin, un artiste qui est né à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées en 1867 et qui est décédé à Toulouse en 1949. Donc, cette photo, c'est la seule qu'on a de lui. C'était un artiste très discret. Il a eu énormément de commandes publiques et c'est pour ça qu'en fait, sur cette photo, il pose avec un roi du Cambodge dont il a fait la statue. Il avait d'excellentes relations politiques. Et c'est grâce à ça aussi qu'il a eu énormément de commandes publiques. C'est grâce notamment à son amitié avec le maire de Lézignan-Corbière à l'époque, donc Léon Castel, a pu créer la surprise et donc la vendre à la ville. Donc voici certains documents que j'ai pu trouver sur lui. À gauche, on a son acte de naissance. Et puis à droite, on a un document qui montre qu'il a été inscrit aux Beaux-Arts de Toulouse pendant l'année 1886 et 1887. Il a ensuite obtenu une bourse pour les Beaux-Arts de Paris. Et c'est là-bas qu'en fait, il a été l'élève d'Antonin Mercier et d'Alexandre Falguière, 2 sculpteurs professeurs des Beaux-Arts à Paris. Pour la petite anecdote, et ça aussi, ça a joué sur ses relations et donc les commandes publiques qu'il a obtenues. Il faut savoir que Antonin Mercier était marié avec la petite fille de la comtesse de Ségur et suite à sa mort, Paul Duquin s'est marié avec son épouse.
Donc là aussi, c'est intéressant de savoir tout ça sur la vie de l'artiste parce qu'on comprend un peu plus comment a fonctionné donc sa vie professionnelle et comment peut-être aussi la surprise, la Caponado, s'est retrouvée à Lézignan-Corbière. Elle a 2 titres. Le titre officiel, c'est la surprise. Et la Caponado, c'est le titre donné donc par les habitants de Lézignan-Corbière et je vais vous expliquer pourquoi. Là, ce sont d'autres documents qui montrent qu'en fait, la surprise a été exposée en 1909 au Salon et qu'elle était désignée comme une fontaine et que c'était un groupe en plâtre. Par la suite, ce groupe en plâtre est devenu donc une statue en bronze. C'est la maison Barbedienne, très connue en France, qui a donc fondu cette statue. Donc, voici d'autres photos que j'ai pu récupérer. Sur certaines photos, on l'appelle la caponado. Sur d'autres photos, c'est la caponada ou la caponade. Ça, c'est lié tout simplement au patois qu'on retrouve dans l'Aude et à Lézignan. Chaque village a des petites différences au niveau de son patois et c'est très, très intéressant à connaître. Et tout ça, je l'ai appris grâce à d'autres rencontres que j'ai faites, notamment avec des associations locales, dont une qui s'appelle la Mémoire lézignanaise et qui est composée exclusivement de Lézignanais assez âgés qui connaissent très bien l'histoire de la ville. Et donc, c'est grâce à eux, en fait, que j'ai réussi à avoir pas mal de témoignages que j'ai ensuite voulu représenter dans une bande dessinée que je vais vous montrer aussi. Alors là, on a d'autres photos de la statue en question. Malheureusement, en général, ce sont des photos qui sont d'assez mauvaise qualité, mais ça me permet d'avoir un peu plus d'informations sur elle à chaque fois parce que je peux découvrir là, par exemple, qu'il y a un tambourin. Donc, c'est assez intéressant. Là aussi, c'est sur un autre point de vue. Et donc là, je vais vous expliquer en gros ce que c'est que la caponado. Donc, c'est une tradition viticole impliquant d'écraser du raisin sur le visage des jeunes vendangeurs et surtout des jeunes vendangeuses. Donc, c'était surtout les jeunes femmes qui étaient la proie de cette tradition. Donc, en gros, s'il restait 9 à 11 grappes de raisin non ramassées pendant les vendanges, les hommes écrasaient du raisin sur le visage des jeunes femmes et puis ensuite elles recevaient un baiser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on m'a raconté. C'est une tradition qui malheureusement se perd, mais moi j'ai voulu la représenter à travers la bande dessinée. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que la caponado, la statue, c'était finalement qu'un prétexte pour en connaître un peu plus sur cette région et sur la culture et sur les traditions qui s'y opèrent. Donc là, c'est 2 pages de ma BD où je présente une scène. Donc on a du patois au doigt. Macarel, ça désigne la surprise. Donc Macarel, il y en a encore qui ont laissé des grappillons, qui va se faire caponner. C'est quelque chose qu'on m'a raconté aussi. J'essaye à chaque fois de retranscrire à travers une bande dessinée. Donc il y a des petits événements de ce style-là. Là, je vous présente en fait quelques photographies qui ont été prises par Paul Costesec. Donc, c'est une collection de photographies qui appartient à la ville et qui a été léguée donc par la descendance de Costesec. Ce sont 2 photographes en fait de père en fils. Ils ont pris des photos pendant une centaine d'années à Lézignan-Corbière. Et grâce à ça, on a énormément de documentation et ça me permet à chaque fois d'avoir une bonne base pour ensuite faire ma BD. Donc là, on voit que les vendanges, la vigne, c'était quelque chose qui rythme et qui rythme encore tous les jours la vie des Lézignanais, puisque le vin est très, très important pour le commerce là-bas. Donc là, je vous montre 2 photos de la fameuse caponado. Donc, comme vous le voyez, ce sont à chaque fois des jeunes filles qui ont du raisin écrasé sur le visage. À chaque fois que l'on m'a raconté en fait ce témoignage-là, les gens avaient le sourire. Ce sont de très très bons souvenirs. Et donc c'est assez intéressant de voir que pour les Lézignanais, la statue que je vous ai présentée désigne tout simplement la caponado. C'est une représentation de la caponado. Mais pour moi, qui suis issue d'une formation en histoire de l'art et en art plastique, en fait, j'ai tout de suite compris que c'était pas du tout la caponado qui était représentée. Donc là, c'est un croquis. Ce sont quelques croquis que j'ai fait de la statue en question. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé un peu à l'analyser. J'ai vu un tambourin, j'ai vu des raisins, évidemment. J'ai trouvé que le faciès de l'homme avait quelque chose qui se rapprochait beaucoup de cette statue-là.
donc Satire et Bacchante de James Pradier qui date de 1834. Et donc, je me suis tout de suite dit que c'était tout simplement la représentation d'un faune et d'une bacchante. Là aussi, donc faune avec tambourin entouré de 3 putis, c'est un dessin à la Sandrine de Michel-Ange. Là, on voit que c'est un faune avec un tambourin et que c'est un faune avec des jambes. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que quand moi, je discutais avec les Lézignanais, eux étaient persuadés que ça représentait tout simplement la caponado. Parce que ça ne pouvait pas être un faune, parce que l'homme sur la statue n'a pas de sabot. Moi, je leur ai expliqué qu'il existe des dessins, des œuvres où les faunes n'ont pas forcément de sabot. Donc, finalement, aujourd'hui, puisque je suis en quelque sorte tombée amoureuse de cette œuvre d'art et de la culture des Lézignan, moi, j'ai accepté les 2 versions. Ça correspond effectivement à la caponado et ça correspond à un faune et une bacchante. Et surtout, cette statue, elle est symbolique des traditions et de la culture qu'on a à Lézignan et malheureusement, elle a disparu. Donc, elle a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je me suis dit que elle représentait aussi la mémoire d'un Lézignan qui se perd petit à petit et que c'était très, très important de la faire revivre à travers une bande dessinée. Donc, du coup, dans cette bande dessinée, évidemment, je représente la caponado et sa disparition et peut-être aussi une hypothèse concernant les circonstances de sa disparition, puisqu'en fait, il s'agit probablement d'un déboulement de statue qui a eu lieu pendant le régime de Vichy. Énormément de statues en France ont été déboulonnées pour ensuite être fondues et envoyées en Allemagne pour être transformées en armes. Donc ça, c'est une grosse hypothèse et je pense que c'est la plus probable. J'ai malheureusement aucune preuve là-dessus. Mais quand j'ai découvert ça, je me suis dit que ça valait quand même le coup de faire une bande dessinée sur cette statue et surtout sur les conditions de vie des Lézignanais pendant cette période, sur ce qu'ils mangeaient, sur leur manière de s'habiller, sur l'hygiène, sur tout simplement la vie politique à ce moment-là. Et donc, pour ça, je me suis inspirée de 3 bandes dessinées, donc de Mauss, de Art Spiegelman, qui traitent tout simplement de cette période-là, et aussi Un pacte avec Dieu de Will Eisner, qui en fait s'inspire de témoignages. Donc là, c'est carrément autobiographique, puisque dans une partie de la bande dessinée, l'auteur explique tout simplement la perte de sa fille à travers un personnage. Donc, c'est autobiographique, c'est poignant. Et je me suis dit que je pouvais m'inspirer de ça pour raconter les témoignages qu'on me disait. Et puis, Joe Sacco, il a dessiné Gaza 1956 en marge de l'histoire. Ça aussi, c'est basé sur des témoignages, donc ça m'a beaucoup inspiré pour mon propre travail. J'ai commencé donc dans cette bande dessinée à me représenter en train de faire des recherches dans les archives. Et j'en ai beaucoup consulté les archives, j'ai beaucoup porté de cartons. Donc, du coup, je me suis représentée dans la bande dessinée. Là, vous pouvez voir qu'il y a une version en noir et blanc, une version en couleur, parce qu'au fil du temps, je me suis dit que puisque je faisais beaucoup de flashbacks et que je parlais du passé, il fallait vraiment bien qu'on comprenne la temporalité dans laquelle on se trouvait. Donc, j'ai fait quelque chose de très simple. Là, pour l'instant, tout n'est pas colorisé, mais en gros, ce qui va se passer au présent sera en couleur. Ce qui va se passer dans le passé sera en noir et blanc. Et ça rappellera aussi tout simplement les photos sur lesquelles je me base et aussi un petit côté authentique que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup et que je retrouve, par exemple, dans certains de mes films en noir et blanc préférés. Donc, j'ai voulu garder ce noir et blanc pour décrire le passé. Donc là, par exemple, il y a une autre question qui s'est posée dans ma création, c'est est-ce que je fais le choix de redessiner en fait chaque élément que je vois et que je veux présenter, ou est-ce que de temps à autre, j'incruste des photos et des cartes postales dans la bande dessinée? J'ai pris du temps à faire ce choix-là, mais finalement, je me suis dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée parce que mon but, après tout, c'était aussi de faire connaître un maximum de personnes ces photos et ces cartes postales. Donc, je les ai inclus dans la bande dessinée. Et
je me suis dit que je pouvais peut-être le faire. Je me suis donné l'autorisation de le faire parce que j'ai vu que dans d'autres bandes dessinées, ça existait déjà, notamment dans Maus de Art Spiegelman, dont je vous ai déjà parlé. Il y a 3 photos. Une photo, donc il y a 3 photos de la bande dessinée, ça s'incruste plutôt bien dans l'histoire. Donc je me suis dit que c'était pas mal que je le fasse aussi dans mon propre travail. Ensuite, par rapport à tout ce qui est narration d'histoire, évidemment, je ne peux pas raconter que des choses qui ont réellement existé parce que je n'ai pas toutes les informations. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, vous pouvez voir à gauche des photos de classe qui sont tirées de la collection Coste-Sec, encore une fois. J'ai décidé en fait de raconter les témoignages par le biais d'enfants, d'un groupe d'enfants qui a vécu l'occupation de Lesignan-Corbière. Et donc, j'ai donné un nom à chacun de ces enfants. Donc, la majorité de ces noms, en fait, ils viennent tout simplement des personnes qui ont donné des témoignages que vous reverrez en scène ensuite dans la bande dessinée. Et donc là, par exemple, il y a une scène. Alors là, par exemple, j'ai dessiné une scène. Je vous ai dit tout à l'heure que je faisais tout en noir et blanc pour ce qui concernait en fait le passé. Pour cette scène-là, j'ai pris une décision aussi, c'est qu'en fait, j'ai voulu faire en sorte qu'on comprenne bien que la présence allemande a été synonyme de terreur à Lesignan-Corbière. Et donc, pour ça, j'ai voulu mettre une couleur qui frappe visuellement. J'ai choisi de mettre du rouge. Donc, en fait, tout ce qui concerne les Allemands et les Ignans, les dialogues, certains détails, par exemple aussi certaines armes ou un casque, tout simplement, qu'un enfant peut trouver quand il va jouer dans la pinède à côté de Lézignan. Et ben, tout ça, en fait, ce sera en rouge. Et puis pour le reste, ce sera en noir et blanc. Donc là, pour cette scène-là, en fait, c'est quelque chose aussi qu'on m'a beaucoup raconté, mais il n'y a pas qu'une seule personne qui me l'a raconté, c'est au moins une dizaine de personnes qui m'ont raconté cette scène. Donc, en gros, là, j'ai écrit, c'est le petit garçon qui parle. J'avais 7 ans, je me souviens encore du bruit des bottes claquant au sol. Tous les jours, les soldats du Reich traversaient la ville, ils passaient devant ma maison. Donc, du coup, j'ai voulu représenter cette scène en m'inspirant de 2 choses. Donc, tout simplement, d'images qui sont tirées d'une vidéo prise encore une fois par Coste-Sec pendant la libération de Lesignan-Corbière. Donc, ce sont des vidéos qu'on est en train de chercher. Là, pour l'instant, on n'a que des photos de ces vidéos-là. Il y a 2 vidéos. Il y a une vidéo du jour de la libération et une vidéo du jour d'un bombardement sur l'aérodrome de Lesignan. Donc, du coup, ça aussi, ces photos, ça m'aide énormément dans mon travail. Et donc, je me suis inspirée de cette photo-là. Et puis, je me suis tout simplement inspirée pour la couleur des affiches de propagande nazie, où le rouge est toujours très, très présent. Et donc, aussi de ces soldats à la queue leu, comme ça, représentés de la même manière, un peu comme des clowns. Donc, pour cette scène, j'ai décidé de faire ça comme ça. Et c'est ce jour-là aussi que je me suis dit que le rouge était peut-être une bonne idée. Ensuite, j'ai remarqué aussi que ça frappait énormément l'œil, notamment dans la BD de Catherine Maurice, La légèreté. En fait, l'auteur, elle parle de son traumatisme suite au massacre de Charlie Hebdo, où elle a perdu ses amis. Et donc, toute la BD est beaucoup de monochrome. Il y a de la couleur par-ci par-là, mais c'est très pastel et il y a peu de couleurs qui sont vibrantes, sauf pour une chose, la beauté. Elle m'explique, en gros, tout ce qui est beau, tout ce qu'elle voit et qui est beau lui fait du bien. Et donc, tout le reste de sa vie est morne, pâle, sauf à chaque fois l'art et la nature. Donc là, moi, c'est le contraire. J'ai mis en avant par la couleur quelque chose de terrifiant, quelque chose qui a marqué négativement les signalés, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Donc, j'ai repris aussi cette idée. Là, voici une autre image qui est aussi présente dans la bande dessinée de Catherine Maurice. Et pour terminer, je voulais vous parler en fait de 2 choses, de 2 événements qui vont se passer donc en 2023 à Lesignan-Corbière et que j'organise donc à travers mon travail à la mairie.
Donc, c'est tout simplement une exposition urbaine qui va se passer donc, en novembre 2023. Ce sera une exposition qui valorise les photos de la collection Coste Sec et où, en fait, pour la première fois à Lusignan, on va organiser des discussions intergénérationnelles entre la jeunesse, des classes, en fait, des différentes écoles, des établissements de Lusignan-Corbière, et entre la moyenne. Et donc, en fait, c'est tout simplement pour expliquer que le but de ce projet-là, de cette BD-là aussi, et de cette recherche et de ces rencontres et de ces témoignages, c'est de partager et de transmettre tous ces souvenirs et de faire en sorte qu'ils ne s'éteignent pas. Donc, la transmission est très, très importante. Il va se passer exactement la même chose, en fait, pour le parcours de la citoyenneté. Ce sera la 2e édition qu'on va faire donc, le 24 mars 2023. En gros, c'est un parcours mémoriel, un parcours citoyen qu'on met en place dans tout le centre-ville et qui implique différentes associations culturelles de Lusignan-Corbière ainsi que les établissements scolaires. Et ça impliquera aussi la mémoire lézignaise, donc on aura aussi l'occasion de discuter et de créer des liens intergénérationnels. Et pour la 3e édition, là, dans mon projet, il y aura carrément l'incrustation de ma bande dessinée donc, dans le parcours mémoriel. Et le but, ce sera de présenter un peu cette BD et l'histoire de la Caponado et l'histoire du contexte tout simplement de l'occupation à Lusignan-Corbière, donc à la jeunesse et à toute personne intéressée. Et puis ensuite de leur demander de choisir un témoignage et puis de représenter ce témoignage à leur tour, donc en classe ou individuellement, mais de faire en sorte qu'eux aussi prennent part donc à cette retranscription artistique des témoignages et qu'ils se sentent un peu plus donc, inclus dans la transmission. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Myriam.